Merci beaucoup à Jean Thioy pour la réalisation de ce programme des jeunes qui s'interrogent sur Méridional Télévision. Nous nous retrouvons encore une fois ce matin pour essayer de justement parler de ces types de personnalités que nous avons commencé à développer il y a très longtemps. On a parlé des colériques, on a parlé des sanguins. Aujourd'hui, je crois que nous allons aborder un autre type de personnalité. Je crois qu'à la maison, vous serez très content d'apprendre des choses certainement que nous ne connaissions pas, que nous allons devoir connaître aujourd'hui à l'aide de notre invité Deogracias Nawesh, avec lequel d'ailleurs nous avons commencé ces programmes. Nous continuons avec lui parce que nous estimons que de la manière dont nous faisons, beaucoup de gens d'ailleurs le recommandent. C'est comme ça que nous n'avons pas le choix de le changer, surtout pour l'instant, parce que cette émission est produite également pour vous. Deogracias Nawesh est avec nous sur ce plateau, à qui je vais dire bonjour. Bonjour, Monsieur Cody. Vous allez très bien ce matin? Oui, je vais bien. D'accord, nous pensons aussi à ceux qui vont nous regarder après. Ça peut être à 12h, ça peut être à 13h, ça peut être à 18h, ça peut être à 20h. Et donc, sentez-vous saluer et en même temps invité à ce programme de jeunes qui s'interrogent sur Méridional Télévision. Nous abordons la question aujourd'hui de Deogracias Nawesh. On va essayer de parler sur un autre type de personnalité que vous n'avez pas dénommé, mais qui existe, appelé mélancolique. Oui, Monsieur Cody, effectivement, je ne voudrais pas que nos téléspectateurs se perdent. Ils doivent se rappeler que tout a commencé par l'interrogation des jeunes. L'interrogation des jeunes sur le repère. Et ceux qui se rappellent, ceux qui peuvent revisiter notre chaîne, ils se rendront compte que nous avons parlé des jeunes qui sont autodidactes, les jeunes congolais, les jeunes en général. Pourquoi? Puisque dans notre pays, il y a de plus en plus carence de repères. Et plus nous avons développé, on a parlé de la famille qui devait être la première référence, puisque c'est en famille où on apprend un certain nombre de choses. Et en parlant de la famille, nous sommes arrivés à comprendre que cette famille-là était composée de deux leaders qui sont papa et maman. Et les deux devraient être des modèles. Pourquoi? Puisque l'enfant apprend par imitation. L'enfant n'entend pas ce que vous lui dites. L'enfant entend facilement ce que vous faites. On peut facilement éduquer un enfant par sa façon de vivre que par ce que l'on dit. Ce que vous dites ne frappe pas trop fort dans l'oreille de l'enfant, mais ce que vous faites régulièrement frappe trop fort. Et nous sommes les résultats de l'éducation que nous avons reçue de nos parents, et nos parents sont les résultats de l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents, et leurs parents sont l'éducation. Et vous verrez que c'est une très longue histoire qu'on ne saura pas terminer. Un ami me disait même que pour épouser une fille, il faut bien observer la vie qu'il y a entre son père et sa mère. C'est très important. D'ailleurs, lui, il vous a dit ça. Moi, je crois qu'il y a une amie que je ne comprenais pas bien, qui a fait l'internat et qui me répétait une chose chaque fois. Écoute, à l'internat, on nous a dit il faut vous méfier d'épouser les personnes qui ont grandi dans des couples monoparentaux. Je ne comprenais pas. Je disais que c'était égoïste. Et je crois que quelqu'un à la maison pense que c'est égoïste. Ouais. L'enfant devient ce que sont ses parents, puisque l'enfant est éduqué par imitation. Vous voulez voir à quoi va ressembler votre mari? Regardez à quoi ressemble son père. Vous voulez voir à quoi va ressembler votre femme? Regardez à quoi ressemble sa maman. Vous voulez avoir la définition du couple qu'a votre femme ou votre mari? Regardez les couples de ses parents. Et si les parents ont divorcé, ça veut dire il y a une certaine ambiguïté qui s'installe. D'où ça fait assez que l'enfant a
une image floue du couple. Mais les parents qui sont restés ensemble jusqu'au bout, les enfants ont la chance d'aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, vous constaterez que la plupart des parents qui ont divorcé, leurs enfants ont 75 à 85% de chances de divorcer. Et quand M. De Gracias parle de un couple monoparental, ça veut dire que papa n'est pas là, c'est maman qui est là. Soit maman n'est pas là, c'est papa qui est là. Donc les enfants qui ont grandi sous la gestion seulement de papa, et peut-être maman n'était pas présente, ou seulement des mamans, papa n'était pas présent. Je pense que c'est ça. C'est de ça que je parle. Donc les enfants qui ont grandi sous la gestion d'un seul parent. Mais ce n'est pas une fatalité. Il s'est fait que si on se connaît, il y a la possibilité de guérir. Puisque moi-même, quand je vous parle là, je suis le fruit d'une famille monoparentale. Et je pense que prochainement, on va entrer aussi dans ces détails-là pour essayer de comprendre. Oui, nous sommes en train de placer les bases pour finalement arriver là. C'est comme ça que nous sommes en train de placer les bases pour montrer les causes antérieures, les causes lointaines des conflits plus tard, des tensions plus tard. Il faut remonter un peu l'histoire un peu plus haut pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les présents. Et je sais que du fait que nous évoluons, il y a des personnes qui sont perdues. Ils aiment qu'on détaille leur personnalité. Mais au fond, tout ce que nous voulons, notre objectif est d'arriver à mettre chacun devant un miroir qui se découvre. Et quand il va se découvrir, il va voir ses points forts et ses points faible. Il va voir, il est le mélange de quoi finalement, quels sont ses atouts, quelles sont ses faiblesses. Et comment orienter justement tout ça pour la formation d'un couple un peu plus meilleur qui aujourd'hui reste les repères des enfants qui naissent, et les enfants constituent la génération future. Voilà un peu ce que Monsieur Deogracias Nao, j'essaie de parler. Je pense prochainement on va revenir sur beaucoup de détails qui justement concernent les conséquences de couples monoparentaux, comme il a dit. Deogracias Nao, on va maintenant plonger dans notre sujet du jour. On parle de la personnalité mélancolique, qui est aussi une personnalité, quand on essaie de parler un peu en coulisses, pas mal. Ouais, la personnalité mélancolique, c'est une bonne personnalité, puisque chez les mélancoliques, il y a quelque chose que nous trouvons. Ce sont des personnes réfléchies. Ils ne font rien sans réfléchir minutieusement. C'est-à-dire, quand il doit faire quelque chose, il y réfléchit minutieusement. Il prend tout son temps. Il juge les pour, il juge le contre. Donc, c'est quelqu'un qui est très fin, trop prudent. Trop prudent, voilà. C'est un gars qui joue à la prudence. Il ne prend pas des risques incalculés comme le sanguin, nous l'avons vu la fois passée. Non. Lui, quand il prend les risques, il réfléchit. 1000 fois. Il est minutieux, il est fin dans sa réflexion. Et vous verrez que c'est un très bon tempérament, mais en même temps, cette façon d'être trop réfléchi, ça fait assez que ça empêche la personne mélancolique à avancer. Puisque même quand il a fini de réfléchir, il trouve qu'il y a toujours quelque chose à redire. Des petites choses qui restent et qu'il lui-même ne sait pas peut-être démontrer. Ouais, et imaginez-vous si vous êtes en compagnie d'un tel type. Il va vous ennuyer. Il va vous ennuyer. Pourquoi vous ennuyer? Puisque il est insatisfait. C'est un éternel insatisfait. C'est pour ça que nous voyons certains jeunes qui commencent des relations amoureuses. Et après 2-3 ans, vous le rencontrez, ils ne sont plus ensemble, vous posez des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était une bonne personne, mais... C'est ça. Ça veut dire il réfléchit trop. Il s'est dit, est-ce que quand je vais m'engager, est-ce que vraiment ça va réussir? Et si ça échoue? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je ne connais pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois apprendre? Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Et quand vous êtes avec un tel gars, faites attention, il risque de faire des années. Des années en fiançailles, en fréquentation.
Fréquentation, il étudie encore, il veut encore comprendre, il veut éviter, et surtout quand il vient d'un couple monoparental, comme nous avons dit, il vient plutôt d'une famille monoparentale, comme nous l'avons dit, il veut à tout prix éviter les erreurs que les parents ont faites. Il veut éviter, et maintenant en évitant, du coup, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il est indécis. Il ne sait pas avancer. Même quand il a essayé un peu d'avancer, il se retient. Est-ce que vraiment ça va? Et parfois, ça énerve les partenaires parce qu'après, quand lui pense qu'il a tout ce qu'il faut, il s'est adapté à ce que tu veux, mais après, au bout du compte, tu as toujours des éléments que tu n'apprécies pas et parfois qui te ramènent trop loin de... C'est ça. C'est dans le... D'abord, ses collaborateurs le sentent ennuyeux. Il est bon pour c'est un travailleur. C'est une personne consciencieuse. Ça veut dire c'est une personne fiable. Quand il prend un engagement, il respecte l'engagement. Quand il te dit je vais te produire tel travail à telle heure, il va s'auto-flageller. Aller au-delà de... Il va se dépasser pour arriver à donner le travail. Mais ce côté mélancolique montrera toujours qu'il est insatisfait du travail, de la qualité. Il se dit, bah, je ne sais pas très bien, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Même si les autres apprécient l'œuvre. Ouais, même si les autres apprécient. Bon, c'est les gens de personnes. Il arrive à une fête. Vous vous dites, waouh, c'était bien organisé. Quelle bonne organisation. Oui, effectivement, c'était bien organisé. Mais quand vous regardez les pas de danse des mariés, vous sentez que l'homme était un peu en retard. Bon, on n'a même pas remarqué. Mais toi, tu es juste dans les détails. Oui, c'est bien fait. Mais quand vous regardez juste derrière le marié, il y avait une bande violette qui n'était pas vraiment à sa place. Mon cher, donc, toi, tu n'as pas vu tout ce qui était beau. Tu es allé voir une bande. Alors, ce sont des gens qui placent les standards très haut pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Ils sont très exigeants envers eux-mêmes, mais aussi envers les autres. Et dans une relation comme ça, ou même dans une famille, vous devenez un problème pour les enfants. Ouais, vous devenez un problème pour les enfants. À quel niveau? Puisque vous voulez que les enfants achèvent ce que vous n'avez pas fini. C'est comme ça que vous verrez que s'il est artiste, il veut que son enfant devienne plus meilleur que lui. Il trouve toujours qu'il y a quelque chose à redire. Il trouve, oui, tu fais bien, mais... Et maintenant, imaginez-vous si tout le temps dans une relation, parce que nous parlons justement de jeunes gens qui sont ensemble, qui doivent être des repères et qui doivent normalement, qui doivent fonder une famille, n'est-ce pas? Ouais. Après, qui doivent devenir tout ça. Mais avant de fonder une famille, avant d'avoir des enfants, mais vous, d'abord, vous êtes partenaire. Maintenant, figurez-vous que dans une relation, tout le temps, vous avez des choses à dire sur l'autre. Comment ça se passe? C'est très compliqué. Quand vous avez toujours des choses à redire sur l'autre. Mais. Vous trouvez toujours mais. D'abord, ce sont des personnes qui sont très préoccupées que les autres. Vous êtes dans un projet, par exemple, vous êtes dans le projet de mariage, lui est très préoccupé. Il stresse trop. Tout le temps. Il stresse à la peur de dire que ça n'échoue pas, que ça ne capote pas. Il est sous tension comme ça. L'autre, cette façon de faire à ce qui devient indécis. Il ne sait pas prendre la décision vite. Et imaginez-vous, comme vous êtes dans un couple, vous trouvez que l'autre vient de dire, donc, écoute, je viens de trouver que ça c'est bon. Il dit, oui, effectivement, c'est bon, mais j'ai comme l'impression qu'il nous manque quelque chose qu'il faut que nous complétions. D'accord, laquelle? Est-ce qu'on ne pouvait pas réajuster les lumières? D'accord, on a réajusté les lumières. Mais quoi qu'on a ajouté les lumières, mais je trouve... Il y a des zones d'ombre quelque part. Et ça ennuie le partenaire. Ça ennuie le partenaire. Vous avez un rendez-vous, par exemple. Votre partenaire vous demande, je porte comment? Donc, je veux que tu mettes une chemise noire, je veux que tu mettes un pantalon, c'est pas rouge, des souliers comme ça. Vous demandez aussi peut-être à la fille, je veux que tu mettes une robe blanche, mais tout ça. Quand vous voyez,
et vous demande ou il vous demande comment tu me trouves? Ils sont du type de... Ouais, non, pas mal. Pas mal. Ça passe. Qu'est-ce que tu reproches? Bon, tu vois, c'est bien la robe, mais les chaussures... Eh bien, non, c'est bien la robe, mais les sourcils, je crois... Ah. Et pour les femmes, c'est très mal reçu de telles remarques. Il y a quelque chose que j'ai compris dans la vie des femmes, c'est qu'elles prennent au premier degré le remarque. Surtout sur leur apparence, elles prennent au premier degré. Je me rappelle, monsieur Campo Blaguet dit à une femme, en fait, moi, je n'aimais pas les femmes grasses. C'est compliqué. Ça, c'est... Il se trouve que pendant, elle-même, elle est grasse. Ouais. Tu as tout dit. Même si on est en couple, c'est que du fait que je sois grasse... Pour une femme, tout ce qu'elle veut, elle veut que son mari soit satisfait. Et si... Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un viendra contredire. Si tu dis à une femme, « Waouh, j'aime cette robe. » Ne t'en fais pas. Dans son oreille, c'est comme si elle a entendu que je veux que tu mettes régulièrement. J'aime cette sauce. Ah, aujourd'hui, chérie, waouh. Tu as bien préparé. J'aime ces plats. Ah, faites attention si tu n'y as pas. Tu boufferas ça tous les jours. Tu risques de bouffer ça tous les jours comme un abonnement. Je me rappelle, il y a un couple où le mari a dit non, moi j'aime bien le sombé. Je ne sais pas ceux qui ne vivent pas chez lui, je ne sais pas moi si vous connaissez le sombé. Et j'aime les fumbois, j'aime les haricots. Et la femme a retenu comme si le mari ne mangeait que le sombé, les fumbois et les haricots. Ce qui fait que lundi, quand il y a sombé, mardi, il y a fumbois, mercredi, il y a haricots. On reprend l'abonnement. Alors, devant quelqu'un qui a un tempérament flegmatique et non, mélancolique plutôt. C'est une personne qui est insatisfaite, qui place toujours la barre haute. Et si tu as un mari pareil, tu trouveras comme si tu n'avais jamais fait quelque chose de bien. Tu trouveras qu'il est toujours critique. Tu trouveras qu'il trouve toujours quelque chose à refaire, à redire. Tout ça, oui, vous avez, la maison c'est propre, mais... En fait, non, on a peint la maison. Oui, c'est bien, mais est-ce qu'il ne fallait pas mettre plutôt le jaune ici alors que le noir devait être de l'autre côté? Et même quand vous mettez les jaunes et les noirs là que lui veut, et quand il va revenir, il trouvera que c'est les beiges qui n'étaient pas mieux placés. Soit c'est les pinceaux qui... Mais un tel chef, dans une entreprise, un perfectionniste, parlons seulement de la perfection, que ça donne? Ah, c'est une très belle entreprise d'abord. Pourquoi? Avec toutes ces choses-là. Un perfectionniste, il vous pousse à l'excellence. Il vous pousse à mieux faire. Mais il est ennuyeux, puisque même quand vous avez fini de mieux faire, même quand vous avez donné toute votre énergie, vous vous rendrez compte à la fin qu'il avait toujours quelque chose à redire sur votre travail. En respectant exactement ce qu'il a donné comme orientation. Puisque même lui-même, pourquoi est-ce qu'il est indécis dans ses projets? Puisque même quand il a fini de réfléchir, mûrir, intérioriser, étudier à fond son projet, il vous met sur table le projet, il met les scripts sur table, et par après, quand vous dites « Waouh, c'est génial !» lui dit effectivement, bon, peut-être que vous me flattez. Même quand celui qui a produit quelque chose... Oui, même, surtout quand c'est lui. C'est une personne difficile à encourager. Quand vous lui donnez des encouragements du type « Tu es bien habillé. Oh, bon. » Je trouve que c'était un compliment de trop. Tu as bien parlé. Oh, il trouve que vous le flattez, puisque lui-même, au fond de lui, il s'est dit « Est-ce que vraiment j'ai été à la hauteur? Il fallait que je dise ça. Il fallait que je place tel mot. Il fallait que j'ai telle tonalité. » Donc, même quand il a produit une belle œuvre, vous vous appréciez, lui-même, au fond de lui, à son fond intérieur, il trouve toujours qu'il y a quelque chose à refaire. Et si il est comme ça avec lui,
comment est-ce qu'il va se comporter avec vous? Vis-à-vis des Même quand vous avez tout donné, il trouvera qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Soit c'est bon, c'est le son, soit c'est l'image, soit c'est la lumière, soit c'est les mots qui n'ont pas été à sa place, soit c'est le ton qui n'a pas été bon, soit c'est la procédure qui n'a pas marché. Donc, il a toujours quelque chose, même dans ses propres œuvres. Je rigole parce que je pense à une équipe de gens qui sont dans ces choses, dans les médias. Souvent, quand les réalisateurs travaillent, il y a toujours une petite question, mais est-ce qu'on ne peut pas faire ceci en lieu et place de ça? Et quand on a fini de faire ce qu'il a proposé, il trouve toujours qu'il fallait encore changer la position. Et une telle personne peut rester une année en train de réfléchir à un projet sans pour autant commencer. Et pourtant, le temps, c'est de l'argent. Un perfectionniste, il est plus dans la perte du temps. Parce que moi, je dois comprendre. Et il est trop sensible aux critiques. Lui qui ne veut pas qu'on les critique négativement, et lui qui ne veut pas qu'on les critique plutôt positivement, il trouve que vous les flattez. Mais quand vous avez émis une remarque négative, il est trop choqué. Déstabilisé. Il est déstabilisé. Il manque le sommeil. Ce sont des gens qui se culpabilisent. Quand vous êtes avec lui, c'est quelqu'un qui se culpabilise. C'est quelqu'un qui stresse trop. Il se culpabilise, il stresse. Quand il n'a pas encore fait ce qu'il a à faire, il stresse. Ça sera comment? Ça va se passer comment? Est-ce que vraiment j'ai tout? Est-ce que vraiment il manque pas quelque chose? Mais ça, on le constate beaucoup plus avec les femmes pendant leur, dans les préparatifs de leur mariage. Elles ont toujours ça, cette attitude. On peut dire que la plupart des femmes sont des mélancoliques. Nous sommes le mélange de ça. Bon, ça c'est aussi un autre truc chez les femmes, puisque les femmes sont émotives. Ça, c'est dans leur nature. Ouais. Ça, c'est notre truc. Mais sinon, le mélancolique, vous verrez que ce sont des bons leaders, mais des leaders à des fois qui vous découragent. Ils sont à des fois mal compris. Par les gens qui nous entourent. Ils ennuient les autres, mais ils finissent par s'ennuyer eux-mêmes. Ils se retirent facilement. Parce qu'ils trouvent que vous ne les traitez pas de façon particulière. Ils aiment vivre seuls? Ils aiment un traitement particulier. Puisque eux, ils sont très exigeants avec eux-mêmes, ils ont besoin d'une considération particulière. Et quand ils ne trouvent pas cette considération particulière, ils ont tendance à s'isoler. Ils ont tendance à s'isoler. Jean, tu es dans quelle catégorie? C'est la question que j'ai envie de te poser, même si toi tu ne réponds pas aux questions. C'est très important, ce que vous venez de dire, parce qu'après, chacun à la maison se retrouve. Oui, chacun à la maison se retrouve, puisque dans une relation, en fait, c'est qu'il faut accepter la critique. Il ne faut pas prendre ça au premier degré. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre ça de façon personnelle. Comment devraient se comporter ceux qui sont proches des mélancoliques? Ceux qui sont proches des mélancoliques, ils ne doivent pas prendre au premier degré, donc de façon personnelle, leur critique. Ils doivent à des fois ignorer ça. Savoir que c'est comme ça que mon mari est. Il n'est jamais satisfait. On peut avancer. Ils doivent aussi les booster à faire le premier pas, puisque tout est au niveau du premier pas. Est-ce que les mélancoliques, sachant qu'ils sont très perfectionnistes, nous ne sommes que dans la perfection, parce qu'on n'a même pas encore abordé d'autres aspects, vu qu'ils sont perfectionnistes, est-ce qu'ils ont besoin vraiment d'être boostés? Parce que si lui, il est perfectionniste, sa tendance perfectionniste bloque l'avancement. Puisque vous avez construit, et quand vous arrivez à la fin, il dit, je trouve que ce n'est pas encore fini. Est-ce qu'ils ont besoin d'être boostés? Parce que lui, ils ont besoin d'être boostés. Donc, prendre le risque de dire qu'on n'aura jamais une œuvre parfaite. L'œuvre humaine est perfectible. Commençons comme on peut. On ne réunira jamais tous les moyens. On ne sera jamais à la hauteur de tout. Et ils ont besoin de gens comme ça. Alors, ils ont besoin des gens qui les boostent et les motivent, pas avec des critiques, pas avec des chantages, mais avec des idées claires. Ce sont des gens qui aiment des idées, ce sont des gens qui sont profonds dans leur façon de réfléchir.
étant profond dans sa façon de réfléchir, ils se nourrissent facilement des idées. C'est-à-dire, quand tu viens avec une idée pertinente, ils adhèrent. Si tu veux lui changer de direction, changer son avis, l'amener à comprendre ce que tu comprends, tu dois lui pondre une idée. Et quand tu as une idée convaincante, il adhère facilement. C'est des gens qu'il faut convaincre plus dans leur cœur. Ouais. Puisqu'avec le cœur, c'est là que je parle des idées. C'est-à-dire, vous présentez des idées. Vous présentez une idée. Là, il adhère. Oui. Pas vous commencez à les critiquer, puis ce sont des gens qui cachent une sémence de petitesse. Ce sont des tortues. Ouais. Tu tapes là, il rentre dans sa coquille. Ouais, voilà. Ça veut dire quand tu les critiques, ils s'isolent facilement. Quand vous ne les traitez pas de façon particulière, donc quand vous avez un partenaire comme ça, un homme comme ça, une femme comme ça, il doit sentir dans le traitement que vous lui réservez une particularité. Là, il se sent dans sa zone de confort. Confort. Il doit sentir que vous les traitez différemment des autres. Vous lui accordez une certaine place qui est différente des autres. De celle que vous accordez à tout le monde. À tout le monde. Surtout quand c'est votre mari. Il doit sentir qu'il y a un traitement particulier que vous lui réservez. Quand c'est votre ami, il doit sentir qu'il y a un traitement particulier. Et quand il sent que vous le méprisez un peu, vous le frisez. Tout ça est lié toujours à leur caractère perfectionniste. Ouais, c'est ça. C'est lié à leur caractère perfectionniste. C'est puisqu'ils aiment la perfection, alors ils imposent cette perfection aux autres. Dans beaucoup de dimensions. Puisque lui, quand il est ton ami, tu sens qu'il te traite de façon particulière. Ils savent entretenir l'amitié. On va parler l'amitié. de sacrifice. Oui, ils savent se sacrifier. C'est ça la particularité. Ça veut dire, ils veulent que ça soit bien. Ils veulent que ça soit beau. Ils veulent que ça soit impeccable. C'est des gens aussi, peut-être, quand on vous suit, ils n'aiment pas léser leur entourage. Ils ennuient leur entourage. En faisant quoi? Vous avez déjà été à côté d'une personne qui veut qu'elle soit traitée particulièrement? C'est un travail dur. Hein. Vous avez déjà été à côté d'une personne qui trouve toujours qu'il y a quelque chose à redire? Quelque chose qui manque. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Il y a toujours à faire. J'aime le dire comme ça, puisqu'il y a un de nos responsables qui le dit comme ça. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est-à-dire, une personne qui n'est jamais satisfaite, vous avez déjà été en compagnie d'une telle personne, elle vous ennuie. Puisque vous le suivez, à la fin, vous sentez que lui-même ne sait pas ce qu'il cherche. Mais il sent qu'il manque quelque chose. Il sent qu'il manque quelque chose, mais il ne sait pas c'est quoi. Et imaginez-vous que c'est lui votre partenaire. C'est tout ce que vous avez comme partenaire dans la maison. C'est tout ce que vous avez comme femme, c'est tout ce que vous avez comme homme, c'est tout ce que vous avez comme parent. Vous lui présentez 90%, il dit oui, effectivement, 90%, mais si tu faisais 99%, vous dites 99%, il dit, mais c'était 99,9%. Ça aurait été mieux. Ah, comme mon père, quand vous lui présentez les résultats, parfois, il sait que tu fais toujours de 50, non? Oui. L'autre fois, c'est pas bien, il faut toujours faire comme tes amis. Tu lui présentes 70, il dit non, 7, tu as corrompu. Il dit non, au regard de ce que j'essaie de toi, me ramener des pourcentages comme celui que tu viens de me ramener aujourd'hui, certes, tu as corrompu. Et le perfectionniste, je vous dis, ce sont des gens qui sont bons en amitié. Ils ont le sens du devoir. Ils ont ce sens-là. Ils sont dévoués. Si ils sont dévoués, ils veulent à ce que vous soyez aussi dévoués. Ils veulent à ce que vous preniez les choses au même degré qu'eux. Et s'ils sentent un désengagement, ils se renferment. Puisque ce sont des personnes introverties. Il y a d'autres éléments en rapport avec ce type de personnalité, en dehors de la perfection. Ouais. On a parlé de la perfection. Justement. Il y a l'indécision. Il y a la conscience du travail. Ce sont des personnes consciencieuses. Ce sont des personnes fiables. Ce sont des personnes
ordonné dans ce qu'ils font. C'est un tempérament qui produit des bons artistes. C'est un tempérament qui produit des bons écrivains. Mais ce sont des rancuniers. Personnes rancunières. Si tu lui avais fait du mal, ils ruminent ça. Merci beaucoup, Monsieur Deogracias Nawey. Je crois que prochainement, on revient toujours sur les mélancoliques. C'est pas comment est-ce que Jean va décider de ce qui va être les matières à produire dans justement la prochaine intervention, parce que j'ai comme l'impression qu'on n'a même pas épuisé, on n'a même pas terminé tout ce qu'il fallait en rapport avec cette personnalité qui est aussi, parfois je me sens intéressé dans ça, mais en fait, c'est pas ça qui vous intéresse vous à la maison. Nous avons, merci beaucoup, Monsieur Deogracias Nawey, de cette participation. Je vous en prie, merci à vous et merci à Monsieur Jean Thioye. Surtout merci à tous nos téléspectateurs, à toutes ces personnes qui nous écrivent. Sachez que ça nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Je sais qu'après cette émission, Jean me fera une remarque qu'il a l'habitude de me faire et je lui dirai de me pardonner parce que moi, je ne m'attendais pas qu'il fallait faire les choses de cette façon-là. Merci à tous. Je crois que vous avez été, moi j'ai été beaucoup édifié, également à la maison, vous l'avez été. Prochainement alors. Merci, portez-vous bien.